Alors, bienvenue à cette formation sur le portfolio numérique en constante évolution parce que le portfolio numérique, c'est ça le but, c'est justement qu'ils soient en évolution toujours et toujours. Juste un merci particulier là, avant de débuter à Mélanie Ducharme et Catherine Mainville parce qu'elles nous ont donné un coup de main là, pour développer cette formation-ci. On tombe dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi un portfolio? On enchaîne tout de suite. Alors, le portfolio, c'est un ensemble d'éléments qu'on va organiser. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à l'élève de s'autoréguler. Ça, c'est un gros morceau, mais aussi de laisser aller sa créativité. Un autre gros morceau super important. On va le voir tout de suite après. On va essayer de le lier le plus possible avec les apprentissages réalisés des élèves. On va voir les types de portfolios bientôt, là, mais de garder ça central avec les apprentissages réalisés. Et puis, ces éléments organisés-là, on va les choisir selon des critères qui vont avoir préalablement été établis. Et un autre gros bloc qui souvent est oublié, c'est de l'accompagner de réflexion de l'élève. Alors, vous allez voir, tout ce que l'élève va ajouter dans son portfolio, ça doit absolument être accompagné d'une réflexion et on va venir poser des questions qui vont susciter la réflexion chez l'élève. Puis c'est ce bout-là qui va faire en sorte que l'élève va être en mesure de s'auto-réguler. Alors, gros bloc vraiment important. Ici, une citation de Martin en 2012. Donc, le portfolio doit amener l'élève à se questionner, à s'auto-évaluer, à développer sa pratique réflexive, puis rendre sa réflexion plus explicite tout en examinant ses actions. C'est beaucoup de choses qui sont mises en place à travers le portfolio qui va permettre à l'élève justement de se développer, puis d'être conscient des apprentissages qu'il réalise, puis de toutes les stratégies qu'il met en place quand il réalise une tâche. Alexandra? Le portfolio numérique peut venir toucher à plusieurs dimensions du cadre de la référence. On en a sélectionné 9 qui, par défaut, avec n'importe quelle tâche qu'on dépose dans un portfolio, vont venir toucher. Ceux qui ne sont pas cochés présentement sur l'image peuvent aussi être faites. Ça dépend vraiment de la tâche. Par exemple, la collaboration, si vous permettez aux élèves de collaborer sur une section du portfolio, c'est certain que là, on vient toucher à cette dimension-là. Alors que si le portfolio est vraiment individuel, peut-être qu'on ne viendra pas y toucher ou on va venir y toucher par plutôt une des tâches qui va être inclue. C'est certain que les habiletés technologiques vont être développées selon le type de portfolio que vous allez leur demander de faire, selon le type de tâche. Est-ce que ça va être d'être capable de prendre en photo quelque chose pour ensuite le déposer numériquement? Donc, il y a un paquet de petites habiletés technologiques qui vont se développer. Toutes sortes d'autres choses comme, bien sûr, la production de contenu, l'innovation, la créativité. Il va y avoir une grande place laissée à la créativité avec l'utilisation d'un portfolio numérique. Maintenant, quels sont les avantages de cet outil? Je vous les détaille pour chaque personne. On va commencer par vous. C'est quoi l'avantage de faire un portfolio numérique? Mais premièrement, ça centralise tous les traces d'apprentissage de l'élève à un seul endroit. Fait que plutôt qu'avoir, par exemple, à aller voir chacun des travaux dans Google Classroom ou dans différents fichiers ou des feuilles papier versus d'autres évaluations, tout peut être à un seul endroit, visible rapidement. Entre parenthèses, on a ajouté « organisé et déposé par l'élève ». L'idée est de responsabiliser l'élève à organiser ces choses. Ce n'est pas une surcharge de travail pour l'enseignant qui va devoir tout collectionner et créer le portfolio. C'est vraiment l'élève qui va vous déposer ses travaux. Donc, il organise ses flûtes. Donc, pour les enseignants, c'est un grand avantage. Ça permet de voir la progression de l'élève rapidement. Si on fait, par exemple, un portfolio pour toute l'année scolaire, on est capable de voir vraiment la progression, par exemple, en écriture ou dans certaines compétences. Ça aide à poser un jugement professionnel. On peut, à la fin, par exemple, d'une étape, si on a vraiment fait le portfolio toute l'étape, aller voir les traces d'apprentissage pour aider notre jugement final au bulletin, par exemple. Ça facilite l'interdisciplinarité. On va en reparler tantôt. Mélissa va donner des exemples concrets, mais on pourrait travailler entre collègues et évaluer diverses compétences avec le même
projet. Puisqu'il va être déposé numériquement à la même place, bien, on peut travailler avec des collègues et, dans le fond, aller évaluer différentes compétences selon notre matière avec un seul projet que l'élève va déposer à un endroit. Ça facilite la communication avec l'élève. On va regarder tantôt des façons de communiquer à travers les différents types de portfolios, mais puisque tout est à la même place, bien, c'est simple de communiquer. Maintenant, pour les élèves, c'est quoi l'avantage? Bien, ça favorise l'engagement. Les exemples qu'on va vous montrer bien, permettent de personnaliser le portfolio, de le mettre à sa couleur, à sa personnalité, d'ajouter de la créativité. Donc, c'est très motivant pour l'élève que ce soit sa production, sa création. Ça donne un vrai public cible. On va voir différentes façons de pouvoir partager le portfolio numérique, mais il peut être envoyé, par exemple, aux parents, aux autres élèves, à d'autres classes, mais même à de la famille éloignée. Là, ça peut être envoyé à grand-maman pour qu'elle puisse voir toutes les réalisations de l'année. Ça va être un choix, bien sûr, de l'enseignant de décider comment ça va être partagé, mais d'avoir un vrai public cible qui va voir le portfolio, bien, ça favorise aussi l'engagement parce que je sais que ça va être lu, donc je soigne un peu plus ce que j'y mets. Ça peut suivre l'élève d'une année à l'autre et d'une matière à l'autre. Donc, si, par exemple, on débutait en secondaire 1 le portfolio jusqu'en secondaire 5 dans le même outil numérique, bien, on pourrait voir la progression d'une année à l'autre pour l'élève. Et ça favorise, bien sûr, la pratique réflexive parce que l'élève va devoir, par exemple, faire des choix, qu'est-ce qu'il va mettre sur le portfolio, réfléchir à comment je veux le présenter. Donc, ça favorise cette pratique-là. Finalement, l'avantage pour les parents, bien, ça favorise la collaboration avec l'école. Il y a moyen de le partager avec le parent pour qu'il puisse voir les différents travaux, projets de son enfant. Ça permet de voir la progression, bien sûr, surtout si c'est fait sur une longue période. C'est aussi une occasion d'échange avec son enfant sur ses apprentissages. Si, par exemple, comme parent, je m'assois avec mon enfant pour regarder le portfolio, bien, on peut en discuter. Ah, bien, tu as travaillé là-dessus, explique-moi le projet, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, ça peut amorcer des belles discussions avec son enfant, puis des belles opportunités de valoriser les efforts. Wow, OK, c'est ça le projet que tu as fait en sciences, c'est donc bien intéressant. On peut comme favoriser ces efforts-là à son enfant facilement puisque c'est accessible numériquement rapidement. Alors ensuite, on voit les types de portfolios. Donc, il y en a 4 à l'origine, puis on va voir qu'on en ajoute un 5e à la toute fin. Le premier portfolio, puis celui qui est probablement le plus courant, c'est celui de présentation. Alors, celui de présentation, là, c'est l'élève qui va venir choisir ses meilleures productions uniquement. Donc, il va faire valoir ses réussites, ses bons coups. Encore une fois, ça prend une réflexion, mais la réflexion va être davantage du type pourquoi j'ai choisi d'intégrer ce travail-là, ce projet-là dans mon portfolio. Donc, on est beaucoup en justification ici et ça va être également axé sur le résultat parce que l'élève, il dépose ses meilleurs coups, là, ses meilleurs travaux. Il y a celui d'évaluation qui va ressembler à celui de présentation. C'est juste que celui-là, il va avoir une visée d'évaluation sommative. Alors, on va prendre ce que l'élève va avoir déposé, c'est ce qui va compter au sommatif. L'élève va pouvoir aussi démontrer ses compétences à travers ça, puis l'évaluation va être faite sur une échelle descriptive. La seule chose ici, c'est que le portfolio d'évaluation, c'est pas... ça ne tient pas vraiment compte du processus d'apprentissage. C'est vraiment, on vient évaluer les productions finales. Et puis la difficulté dans notre contexte scolaire, c'est que on ne peut pas, on va en reparler plus tard, mais on ne peut pas évaluer le portfolio comme tel. Ce qu'on va pouvoir évaluer comme enseignant, ce sont les tâches qui sont déposées dans le portfolio. Parce que l'élaboration d'un portfolio, ça s'inscrit dans aucune compétence évaluée. Mais les tâches, elles, qui sont déposées, elles pourront être évaluées, puis ça, on va en reparler. Celui qui nous intéresse encore plus, c'est celui d'apprentissage. Donc, dans le portfolio d'apprentissage, ce sont des productions, des auto-évaluations, des réflexions qui vont démontrer la progression de l'élève. On va mettre l'emphase beaucoup sur la démarche que l'élève va avoir utilisée pour créer ses productions. Ça va favoriser l'autorégulation.
et l'autorégulation, pardon, on va amener l'élève à l'aide de grilles descriptives avec des indicateurs de réussite d'une tâche spécifique. Puis c'est en se basant là-dessus que l'élève va pouvoir justement s'autoréguler. Et on va s'en servir comme évaluation formative, puis on va offrir de la rétroaction également. Donc, le cœur du portfolio devrait être celui de l'apprentissage. Il y a aussi celui du développement professionnel. C'est sûr que ce type de portfolio-là est surtout utilisé au cégep, mais au secondaire, il y a des choses vraiment intéressantes qu'on pourrait venir réutiliser dans le portfolio de l'élève. En début d'année, l'élève qui fait son autobiographie, qui pourrait même la revoir à la fin de l'année parce qu'un élève, là, vous le savez, ça change beaucoup, là. Un jour, il aime une chose, le lendemain, il ne l'aime plus. Pour les élèves plus vieux, secondaire 4-5, là, commencer à faire leur CV, c'est quoi leur plan de formation, leur plan de carrière, aussi une bibliographie inspirante. Il y a beaucoup de choses du portfolio de développement professionnel qui peut être fort intéressant à intégrer au secondaire. Puis finalement, celui qui nous intéresse, c'est l'hybride, parce qu'il va venir combiner les 4 autres portfolios. Alors, on peut venir piger un peu dans ce qu'on veut, mais ce qu'on propose, ce qu'on suggère, c'est quand même de garder un fort pourcentage de celui du portfolio d'apprentissage, parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'élève en arrive à s'autoréguler. Dans toutes nos formations, on essaie vraiment de vous proposer des outils puis des façons de procéder qui vont vous servir au-delà de la pandémie, des choses que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant si vous le souhaitez ou à partir de l'année prochaine, mais qui vont pouvoir vous servir pour les années à venir, qu'on soit en confinement ou pas. Alors, il y a 3 phases là, avant de se lancer. Donc, déterminer les buts du portfolio. Il y a beaucoup de blabla, mais je vais passer rapidement. C'est surtout, si jamais vous voulez transférer cette présentation-là à vos enseignants, qu'ils puissent y avoir accès à toutes les informations. Donc, déterminer les buts du portfolio, c'est sûr qu'il faut se questionner à savoir pour quelle raison est-ce que je souhaite créer un portfolio avec les élèves. Si je veux que mon portfolio soit centré sur l'apprentissage de l'élève, le but de mon portfolio pourrait être, par exemple, d'amener, ici je suis au 3e picot, d'amener les étudiants à parler de leurs apprentissages ou de développer leur habilité à s'auto-évaluer. Alors, les questions de réflexion qu'on va poser, elles vont venir orienter toujours le portfolio en lien, les réflexions en lien avec ce but-là. Je veux que l'élève me parle de comment il a appris, comment il a réalisé sa tâche, quelle note il va se donner et pour quelle raison. Éventuellement, ça va faire en sorte que l'élève va pouvoir anticiper, il va pouvoir vraiment comprendre, c'est quoi l'erreur qu'il a commise dans ce travail-là, puis en même temps, comment il peut faire pour éviter de reproduire cette erreur-là par la suite. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va corriger une production d'un élève, on va lui remettre, l'élève voit sa note, OK, j'ai eu 70 %, il va peut-être regarder ses erreurs, mais ça s'arrête là. L'élève ne va pas pousser davantage, en tout cas, les élèves qui ont de la difficulté, là, qui ont un peu plus de difficulté, ils n'iront pas plus loin en se demandant, OK, j'ai commis cette erreur-là, pour quelle raison? Comment je fais pour ne pas reproduire cette erreur-là pour ensuite s'améliorer? Fait que c'est ce bout-là qui va venir, sur lequel on pourrait justement mettre l'emphase à l'aide de nos questions pour que l'élève puisse s'autoréguler puis qu'il puisse progresser. En secondaire 4-5, le réfléchir à son orientation professionnelle, ça pourrait être ça aussi, le but du portfolio, en lien avec ses matières. Et puis, voilà. Donc, c'est de déterminer le but du portfolio, puis évidemment, d'en faire part aux élèves. À quoi ça va leur servir de faire ça? Planifier le scénario, il faut déterminer le contenu qui est attendu. Peut-être pas être aussi précis dès maintenant en disant je veux avoir tant de production, mais il faut quand même avoir une idée de ce à quoi on s'attend dans le portfolio. Vous allez voir, avec certains élèves, il va peut-être falloir être un peu plus directif, un peu plus encadrant.
Les élèves qui sont un peu moins autonomes, il va falloir un peu leur pousser dans le dos en leur disant, OK, ce travail-là, oublie pas, tu dois le déposer dans ton portfolio. Puis ça pourrait même faire partie de vos consignes. Du moment que vous donnez un travail, vous avertissez les élèves que ça devra être inclus dans leur portfolio. Si, par exemple, au contraire, je ne sais pas, vous êtes enseignant de français et puis que les élèves doivent faire des carnets d'écriture et doivent écrire, par exemple, une fois par semaine, bien, vous pourriez leur dire que là, oui, tu y vas avec le portfolio du type présentation dans le sens où tu vas choisir ton meilleur texte que tu as écrit dans le mois et tu vas l'intégrer dans ton portfolio avec ta réflexion pourquoi tu as choisi d'intégrer ce texte-là. Dans le fond, de quoi tu es le plus fier dans ce texte-là. L'organisation, est-ce que vous voulez que le portfolio soit organisé d'une façon très précise? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une section sur des projets, une section sur des textes, une section sur autre chose, ou vous laissez ça libre à l'élève de l'organiser comme il le souhaite? L'outil numérique utilisé, on va vous en proposer 2. Ce ne sont pas les 2 seuls. Si vous voulez explorer autre chose, libre à vous. Les activités d'apprentissage, d'enseignement, d'évaluation aussi. Le type de portfolio, l'échéancier, etc. Donc, toutes des choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Dernier petit bloc pour vrai. Donc, il faut préparer nos questions réflexives. Dépendamment du travail qu'on va demander à l'élève de faire, dépendamment de sa production, dépendamment aussi du but de notre portfolio, on va poser des questions qui vont amener l'élève à réfléchir. Si ce qui est important, c'est la démarche qu'il a suivie, par exemple en sciences ou en mathématiques, ou est-ce que même en univers social, avec la démarche, c'est quoi? C'est le 3QPOC, je pense, là, que vous utilisez, si je ne me trompe pas. On pourrait demander à l'élève, quelle démarche tu as suivie? Qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Puis, à partir de tes difficultés, ben, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois pour éviter de rencontrer la même difficulté ou pour que ça te prenne moins de temps à surmonter cette difficulté-là? À partir des grilles d'évaluation descriptive, l'élève pourrait s'auto-évaluer. Puis on pourrait, après notre correction, lui demander de faire une comparaison entre son auto-évaluation et l'évaluation pour essayer de voir pourquoi il y a un clash peut-être important entre les deux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? La dernière question, là, je la trouve super intéressante. Pour réaliser ce travail, quelles sont les connaissances acquises dans tes cours précédents qui t'ont été utiles? Bien, pas seulement précédents, mais aussi dans tes autres cours. Parce qu'une particularité des élèves qui ont plus de difficultés, c'est qu'ils ne font pas le transfert entre les matières. Puis il y a beaucoup de transferts qui se fait. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, c'est de les amener à réfléchir à justement toutes les notions théoriques ou les compétences qu'ils ont acquises dans les autres matières qui vont leur servir dans un projet quelconque. Alors, au moment où on se dit, OK, mes élèves ont cette tâche-là à réaliser, cette production-là à faire, voici les consignes, puis je pense déjà à la question de réflexion que je vais leur poser lorsqu'ils vont ajouter cette production-là dans leur portfolio. Je vous propose d'utiliser en premier lieu un outil très, très simple, Google Présentation, mais tout ce que je vais expliquer pourrait aussi se transposer à Microsoft PowerPoint, par exemple. C'est un outil que les élèves connaissent déjà, faire des présentations. Donc, ça ne devrait pas être trop complexe pour les élèves de créer justement une présentation avec plusieurs pages où ils peuvent intégrer un paquet de choses. Je vous amène sur un site qui s'appelle Slidesmania. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. C'est un site qui propose un paquet de modèles. Donc, quand on tombe sur la page principale, là, on a un paquet de modèles différents. Vous vous amuserez à l'explorer. Il y a toutes sortes de choses très intéressantes. Mais moi, je vais venir choisir dans Éducation et je vous mettrai les liens directs dans le clavardage. J'aime bien la section Notebook qui ressemble à des petits cahiers avec des onglets et tout. Donc, je vais venir choisir un exemple de présentation. Admettons que celle-ci me parle pour faire un portfolio. Et en descendant sur la page, j'ai accès à une espèce de prévisionnement du modèle pour pouvoir voir si ça me plaît.
Ce que j'aime de celui-ci, c'est qu'il m'offre la possibilité d'avoir 7 sections, 14 sections ou 21 sections. Fait que quand on parlait tantôt de planifier les différentes sections qu'on veut, comment je vais diviser le portfolio des élèves? Qu'est-ce que je veux qu'ils viennent déposer? Est-ce que c'est, par exemple, un carnet d'écriture, puis je vais avoir au moins 21 tâches au travers de l'année que je veux qu'ils viennent déposer? Lorsque je suis prête à utiliser mon modèle, je vais prendre un modèle simple de 7 tâches. Là, on va se dire, c'est mon portfolio d'étapes. Puis ça va être juste celui-ci. Puis je veux 7 travaux qui vont être faits. Bien, j'ai tout simplement à venir cliquer sur soit Google Présentation ou PowerPoint. Je vais choisir Google Présentation et je tombe dans un aperçu. Et en haut à droite, j'ai utilisé ce modèle. Je vais d'ailleurs vous montrer comment on fait pour envoyer un lien qui va ouvrir de cette façon-là pour l'élève. Fait que je pourrais proposer divers modèles à mes élèves. Je vais cliquer sur « Utiliser ce modèle » et une copie va automatiquement être faite dans mon Google Disc. Donc, c'est maintenant ma copie à moi que je peux modifier. Maintenant, vous allez remarquer que, bien sûr, c'est tout en anglais. Vos enseignants d'anglais seront peut-être bien contents, mais nous, on veut le changer peut-être en français. Pour aller changer les informations qui sont dans ce modèle-là, je vais devoir venir jouer dans le masque. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais dans un modèle tout fait, je vais venir dans « Affichage » et je vais cliquer sur « Masque ». En arrivant ici, je tombe dans le modèle qui est fait, que je peux venir modifier à ma guise. Je vous donne un exemple. Si je veux, par exemple, changer la couleur ici, là, j'aime pas le petit rose, puis je voudrais qu'à la place, ce soit une autre couleur, bien, je vais venir cliquer. J'ai mon petit couleur de remplissage ici en haut, comme d'habitude, et je vais pouvoir venir le changer et venir changer les couleurs, et ça va le changer partout dans ma présentation. Fait que si vous n'aimez pas les couleurs que la dame qui a créé le modèle a fait, mais sachez que tout se change. J'ai simplement à venir jouer soit dans mon petit, mon petit pot de peinture, ou ici, j'ai couleur du thème et je pourrais d'un seul coup venir changer toutes les couleurs de toute ma thématique. Ça, c'est pour changer le petit look, là, si je veux le changer pour mes élèves. Maintenant, si je veux changer le texte, bien, c'est simple. Je pourrais simplement venir cliquer et changer le texte et il va s'appliquer à tout le modèle au grand complet. Fait qu'on peut comme ça venir modifier un modèle qui est déjà fait. Je vais laisser le modèle tel quel pour vous montrer comment je pourrais m'en servir avec l'élève. Je peux venir décider le nombre de pages que je veux par projet. C'est moi qui ajoute les diapositives. Donc, je prépare mon modèle de portfolio pour les élèves et je pourrais venir indiquer, bien, par exemple, sur cette page-là, je veux que tu viennes déposer, copier-coller ton texte qu'on a fait ou copier une photo que tu as pris de ton texte et venir, par exemple, ajouter une vidéo où tu me justifies et tu m'expliques pourquoi ce texte-là te parle particulièrement et est inclus dans ton portfolio. Par exemple, on a vu plein de questions là, réflexives, mais ça pourrait être un modèle ici. Ça pourrait être des liens qui sont ajoutés vers un site externe, donc une production qu'ils ont fait ailleurs. Ça peut être à l'audio. Je crois que vous avez déjà vu Talk and Comment. Bien, ça pourrait être l'élève qui enregistre à l'audio sa réflexion sur son travail qu'il a mis sur la page de gauche, par exemple. Là, c'est un exemple de modèle. Ça va être vous qui allez penser selon votre type de tâche, mais il existe des modèles déjà tout faits dont on peut s'inspirer. On pourrait aussi dire à l'élève, tu me pars d'un modèle de base et tu y vas de ta créativité, mais je veux, par exemple, 8 pages où tu me présentes tes 8 travaux dont tu es le plus fier et que tu me justifies de telle façon. Oui, en fait, je me questionnais, si je crée un slide, oui. Là, la façon de l'utiliser, disons, avec un groupe d'élèves, tu sais, on a plusieurs groupes au secondaire, ça serait de le déposer dans le Classroom, de créer une copie par élève, et donc là, on aurait un slide par élève, un portfolio par élève. C'est un peu exactement. ça. Oui. OK, merci.
Et là, il pourrait tout le temps retourner dans le même portfolio. Fait que ça pourrait être un devoir qui est donné, mais sans date limite, ou que la date limite, c'est la fin de l'année, là. Puis, à chaque fois, on retourne dans le même portfolio. On va en parler un petit peu tantôt parce que je vais vous donner des astuces pour comment on leur donne de la rétroaction là-dessus. Comment, comme prof, on peut aller faire un échange parce qu'on veut leur donner régulièrement de la rétroaction dans leur portfolio. Fait que j'ai une couple d'astuces avec Google Classroom ou sans Google Classroom aussi. En éducation physique, ce qui est intéressant, Pierre-Luc, avec les autres expertiques aussi, c'est que ça va être plus facile de voir vraiment les progrès de l'élève. Je pense au symposium, j'en avais glissé un mot sur le portfolio en donnant l'exemple de la jonglerie. Alors, admettons que les élèves commencent à jongler, on leur dit, OK, je veux que tu te filmes en train de jongler la première fois ou la deuxième fois que tu essaies. Avec un petit paragraphe réflexif toujours, qu'est-ce qui a été difficile, puis nan. Et puis, on dit à l'élève, dans 3 semaines, je veux que tu te refilmes à nouveau en train de jongler. Puis là, l'élève voit vraiment, comment il a progressé. Puis là, c'est de l'amener à réfléchir sur, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es amélioré à ce point-là ou au contraire, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour t'améliorer davantage. Mais, puis pour vous, comme prof, c'est que là, vous avez vraiment un visuel à un seul endroit de la progression de l'élève. Ça peut être fort intéressant. Là. En tout cas, on pense que ça pourrait faciliter là, les choses pour vous. Effectivement, de mettre des traces pré-test, post-test, puis justement de voir la progression, c'est ça qu'on vise d'abord. C'est pas juste une performance, c'est de voir une progression. Là. Je vais tout de suite basculer à un exemple concret. Donc, j'ai eu la permission de Sylvie Goujon, qui est enseignante en maternelle à l'école virtuelle. Donc, cette année, tout un défi, là, de débuter 100% en virtuel avec des petits poux en maternelle. Et elle m'a gentiment partagé un portfolio d'un de ses élèves. On a eu la permission de maman aussi de vous montrer sa jolie binette. Donc, inquiétez-vous pas, on a toutes les permissions. Ça valait vraiment la peine de pouvoir montrer. Donc, elle a utilisé Google Présentation pour faire son portfolio. Donc, elle a utilisé un modèle qu'elle a trouvé sur un site qui offrait des modèles déjà faits. Et elle a demandé aux élèves de venir ajouter, vous comprendrez que ce n'est pas les élèves, c'est les parents qui sont venus ajouter des photos à cet âge-là. Donc, une page de présentation, son premier bricolage, on se prend en photo avec le bricolage. Et elle a intégré les petites capsules qu'elle leur avait fournies là, parce qu'on était à distance, elle l'est encore d'ailleurs, sur comment faire. Donc, sur chaque diapositive, il y avait les instructions, comment faire son découpage et elle demandait aux parents de prendre en photo les différentes étapes de son bricolage et de venir les ajouter. Si vous regardez en bas à droite, elle a toujours utilisé la même rétroaction, donc son petit Bitmoji pour pouvoir donner des commentaires à l'élève et de la rétroaction. Parfois, c'est des photos que l'élève envoyait pour garder des traces. Parfois, des photos et aussi des vidéos. Bien sûr, encore une fois, on avait besoin de la collaboration des parents pour aider à prendre en vidéo, mais cette fois-ci, vu que Maxime était à la maison tout le temps, il a mesuré sa petite sœur, donc on utilise tout ce qu'on peut à la maison, dont nos frères et sœurs, pour faire nos activités et encore une fois, une rétroaction de l'enseignante en question. Mélissa parlait tantôt de pouvoir comparer à travers différents travaux, mais ici, on a son autoportrait à travers les mois. Vous comprendrez qu'on n'en a pas encore pour les prochains mois, mais la diapositive est déjà disponible pour venir placer son dessin au bon endroit. Et là, ça va être une discussion dans son portfolio. Qu'est-ce que tu penses qui a changé? Et là, on peut questionner, puis comparer et regarder les différents travaux. Petite astuce, je vous repartage mon écran. Donc, on a parlé que quand on utilise un environnement numérique d'apprentissage comme Google Classroom ou même Microsoft Teams, on peut faire une copie par élève. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas passer par exemple par Google Classroom? Bien, il y a la possibilité de forcer une copie d'un document. Ça fonctionne en passant cette astuce-là avec document, avec présentation, avec feuille de calcul, avec dessin. Je vous montre comment on fait.
je suis dans ma présentation, je l'ai toute modifiée, je suis prête à l'envoyer, mais je veux forcer une copie. Je veux vous l'envoyer ou je veux l'envoyer à un collègue qui veut utiliser mon modèle. Je veux y envoyer par courriel, mais je ne veux pas qu'il joue dans ma copie. Je veux vraiment qu'il se fasse une copie à lui ou à elle. Je vais venir sélectionner ici, pas l'adresse qui est dans l'adresse d'édition ici, attention, l'adresse qui est avec « Partager ». Donc, vous savez qu'on peut partager, bien sûr, par courriel. On peut partager par lien. Je vais venir m'assurer que mon lien que je vais modifier est disponible à tout le monde en lecture. Je peux revenir après et dire je veux plus que ce soit disponible à tout le monde, mais pour copier le lien, je vais venir m'assurer qu'il est en lecture. Je vais copier ce long lien-là et je vais venir le modifier. Puis j'ai une image qui le réexplique. Là, je le sais que c'est petit à l'écran. Je vais venir... oups, je ne voulais pas qu'il fasse ça tout de suite. Je vais recopier. Vous pourriez faire, là, je l'ai copié dans un navigateur, mais vous pourriez le faire dans un document, dans autre chose. Tout ce qu'il y a après la barre oblique, donc ça dit « Edit » puis il y a un paquet d'affaires. Tout ce qu'il y a après, je vais venir effacer ça et je vais remplacer par le mot « copie » en anglais, C-O-P-Y. Ce lien-là, maintenant, quand je vais le partager à quelqu'un, donc à un collègue ou autre, par courriel, la personne va voir apparaître une page comme ça qui va lui dire « Souhaitez-vous effectuer une copie? » Et à partir de ce moment-là, la copie va appartenir à cette personne-là. Si vous faites des modifications dans l'original, on ne la voit pas, là. Fait que c'est vraiment une copie, comme si j'ai fait une photocopie, tu es parti avec. Si j'ai changé mon original, c'est terminé. Donc ça, c'est une astuce pour forcer la copie. Quand vous étiez sur Slidesmania, elle avait la possibilité d'utiliser le modèle. Pour faire ça, pour forcer le modèle, ce qui est bien parce que là, la personne peut voir notre original et nos changements et a un aperçu avant de faire sa copie. Parce que des fois, moi, je déteste bien ça, on m'envoie ça une copie, mais je ne peux pas voir le document avant de faire la copie. J'aimerais ça voir si j'en veux une copie. Pour cette astuce-là, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Donc, on va copier le lien de partage, mais au lieu de remplacer par copie, C-O-P-Y, on va remplacer par template, / preview. Je vous le fais, ce n'est pas très compliqué. Je recopie mon lien que je viens copier ici. Je viens effacer, puis faites attention de ne pas effacer plus que ce qu'il y a avant la barre oblique parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je viens écrire template, / preview. Et là, maintenant, si je l'envoie, admettons que je veux proposer 3-4 modèles à mes élèves, par exemple, bien, quand ils vont cliquer, ils vont pouvoir voir le modèle en aperçu, naviguer dans l'aperçu puis dire, bon, celui-là me plaît, et cliquer sur « Utiliser ce modèle », ce qui va automatiquement leur en faire une copie. Donc, ça pourrait être une façon de distribuer divers modèles à vos élèves pour qu'ils puissent faire un choix parmi plusieurs choix. Vos élèves pourraient bâtir des modèles aussi, puis après ça, on pourrait partager les différents modèles qu'eux, ils ont faits comme des exemples qui peuvent être réutilisés par les autres élèves. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite passe-passe? Non? Ces petites images-là qui expliquent là, comment forcer une copie et tout se retrouvent sur la trousse numérique dans la section Google Présentation. Mais pour chacun des outils, ce qui est possible comme petite astuce là, pour partager est disponible en bas de page et on peut se faire une copie, copier-coller, puis l'envoyer à un prof qui vous pose la question, là, tiens, voici comment. Fait que ça leur explique vraiment comment avec des images et tout. Là, donc, voilà. Je termine avec qu'est-ce que vous allez avoir besoin de montrer aux élèves. D'après moi, ils connaissent déjà ça, mais c'est peut-être les petites habiletés techniques qu'ils vont avoir à développer pour utiliser Google Présentation ou même pour Microsoft PowerPoint, ce serait le même genre. Être capable d'ajouter des boîtes de texte, peut-être que le modèle n'en a pas suffisamment, donc savoir comment insérer des boîtes de texte. Comment ajouter des images d'arrière-plan? Les modèles qu'on a utilisés tantôt, on en avait déjà, mais l'élève pourrait personnaliser son image d'arrière-plan et personnaliser son portfolio. Donc, comment je fais pour ajouter une image d'arrière-plan?
et leur montrer un peu comment j'utilise pas, par exemple, une image ultra foncée avec mon texte ultra foncé puis que c'est pas lisible. Donc, ça se peut qu'on ait des petits ajustements à leur montrer. Ça leur donnera des belles habiletés de comment faire des belles présentations. Être capable d'utiliser les formes qui peuvent être intéressantes à ajouter. Peut-être des GIFs animés. Il n'y en avait pas dans le modèle qui était là, mais un GIF animé en réaction à mon travail, puis de la réaction que j'ai quand je revois ce projet que j'ai fait pourrait être amusant à ajouter. Ajouter des photos et des vidéos. Dans une présentation, il va falloir que la vidéo ait été au préalable déposée dans leur Google Disc ou Google Drive. Ils ne pourront pas insérer là, à part de YouTube ou qui est déjà sur le web. Donc, leur montrer comment je me filme, par exemple, en train de réaliser une tâche. Je la dépose dans mon Google Drive et je viens l'insérer dans ma présentation. Sinon, vous allez vous retrouver avec certaines vidéos qui ne fonctionneront pas ou qui vont vous dire je ne suis pas capable d'insérer ma vidéo. Et bien sûr, gérer les paramètres de partage et ne pas faire comme j'ai fait dans la page de Google Dessins et ne pas bien gérer les paramètres de partage lisibles à tous. S'ils rajoutent une vidéo, mais qu'ils l'ont bloquée et qu'elle est limitée, elle ne sera pas visible dans leur portfolio. Donc, il va falloir qu'ils apprennent ces paramètres de partage-là. Être capable peut-être de donner de la rétro avec des commentaires écrits ou audio. Comment on fait ça pour à l'audio, par exemple, avec Talking Comment. Je vous ai parlé de la petite astuce d'utiliser la zone de commentaires du présentateur. L'élève pourrait poser des questions à l'enseignant ou même un autre élève pourrait être invité à donner de la rétroaction. On l'invite dans notre portfolio puis viens mettre tes commentaires. Et ça se dépose sur un site classe, par exemple. Ça peut être partagé par courriel. On gère nos paramètres de partage et voilà. Donc, le prochain outil que je vous présente, c'est d'utiliser Google Sites comme portfolio. C'est un outil qui est vraiment simple à créer, je vous le dis. Si vous êtes des adeptes de création de sites web, ça ne sera pas votre outil favori. Si vous faites déjà du WordPress et autres, là, vous allez dire, mais c'est tout, ils sont où mes millions d'options pour pouvoir faire un site web? Ça a ce désavantage-là, mais ça a l'avantage que c'est très, très simple à créer et à publier rapidement. En classe, je le faisais à chaque année avec les élèves. En début d'année, on créait notre site. Ça me prenait à peu près 30 minutes. Là-dessus, il y a un 10 minutes de choix d'images, puis de personnalisation, puis d'aller sélectionner sur Google Images qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme image de site. Donc, ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ils peuvent se créer un site. Pour aller chercher un Google Site, eh bien, il est disponible dans la suite d'applications que vous avez avec ce que j'appelle la petite gaufre d'applications. Ça se peut qu'il ne soit pas placé comme moi parce qu'en passant, on peut déplacer nos icônes où on veut selon notre ordre de préférence. Fait que ça se peut que vous soyez obligé de fouiner et de trouver il est où, surtout si on ne l'a jamais utilisé. Ça va vous ouvrir un site comme ça, dans cette interface-là. Je vous fais une petite présentation là, rapide des possibilités. Pour ceux qui le connaissent déjà, j'ose espérer qu'il va y avoir un truc au moins que vous ne saviez pas. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, ça va peut-être aller un peu vite, c'est enregistré et on va vous donner du temps pour l'explorer puis poser des questions par la suite, inquiétez-vous pas. Donc, le titre de mon site est en haut à gauche. Dans votre planification avec les élèves, ça va être important de réfléchir à ce que vous voulez que les élèves donnent comme nom à leur site. Si vous avez 160, 180 élèves et qu'ils l'appellent tous « mon portfolio » et qu'ils vous le partagent, dans votre drive, vous allez avoir 180 « mon portfolio » puis bonne chance d'essayer de le retrouver. Personnellement, je leur demandais que ça s'appelle « Mon portfolio » et leur nom. Fait que comme ça, je pouvais taper simplement, rapidement le nom de l'élève et retrouver leur site super rapidement. Mais ce sera à vous de décider comment vous voulez qu'ils nomment leur site. J'ai ensuite ma page d'accueil qui est ici avec la couverture. C'est le bout où ils vont aimer le plus parce qu'ils peuvent venir, bien sûr, changer l'image et venir importer l'image de leur choix, venir chercher sur Google Images. Donc, je peux facilement venir sélectionner et personnaliser ma page.
Ça va être un beau moment aussi d'éducation à la citoyenneté numérique. Il y a certaines images qui ne sont pas appropriées à mettre comme image de couverture. Donc, il y a peut-être un peu de gestion qui va être à faire ou de discussion. Qu'est-ce qu'une image appropriée pour mon portfolio? Mais laissez-leur quand même une place à la créativité qui peut être super le fun, puis de leur personnalité. Vous allez avoir droit à des Pikachu puis des licornes, puis peut-être que c'est bien correct. Ensuite, j'ai à droite mon menu d'édition. Il y a 3 sections seulement à mon menu d'édition, insérer, page et thème. Dans ma section insérer, c'est tout ce qui m'est possible d'insérer sur une page web de mon site. Je peux bien sûr insérer des zones de texte, des images que je peux aller chercher ailleurs ou c'est aller chercher des images sur le web, mais je peux aussi les importer. Donc, ça pourrait être la photo d'un travail d'un élève, par exemple. La fonction intégrée va être vraiment pour les plus avancés. Ceux, par exemple, qui connaissent Genially, bien, il est possible d'intégrer une image faite avec Genially dans un Google Site. Et là, on intègre ça avec soit une adresse web ou du code. C'est peut-être pas ce avec quoi vous allez commencer avec les élèves, mais sachez que c'est une possibilité. Je peux bien sûr aller directement dans mon Drive et aller chercher. Si, par exemple, j'ai utilisé Google Présentation, bien, je pourrais aller chercher mon portfolio que j'ai fait et me faire un site où je dépose à chaque étape mon portfolio fait dans Google Présentation. J'ai quelques options de mise en page qui s'ajoutent, donc image à gauche ou vidéo à gauche du titre. Donc, je pourrais choisir certaines options proposées de mise en page. Et j'ai une panoplie de petits outils, des boutons qui peuvent devenir des boutons cliquables vers un site externe, par exemple, des petits séparateurs pour séparer des sections et bien sûr, la possibilité d'intégrer des vidéos qui viennent de YouTube. Si je veux que ce soit une vidéo personnelle, bien là, cette fois-ci, elle va provenir de mon Drive et non de YouTube, par exemple. La deuxième section de mon menu s'appelle « Page ». C'est pour ajouter des sous-sections à mon site. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Mais si je viens rajouter une deuxième page, eh bien maintenant, j'ai un menu qui me permet de naviguer de ma page d'accueil à une deuxième page. C'est là que dans votre planification, vous pourriez décider, par exemple, qu'il y a une page pour le secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ou une page par matière, ou une page par projet. Donc, il va falloir penser à comment vous voulez organiser le tout. Est-ce que ça va être un portfolio pour toutes les matières, pour seulement ma matière, par projet? Et c'est limité le nombre de pages. On peut aussi, en cliquant sur les 3 petits points, venir ajouter des sous-pages. Donc, chaque catégorie pourrait avoir une sous-page. Donc, je pourrais avoir, par exemple, mon cours d'éducation physique et là, différents projets qui sont sur chacune de mes sous-pages que je viens modifier. Puis, je peux changer l'image pour chacune des pages. Finalement, la dernière section qui s'appelle « Thème », c'est un peu pour choisir le look de notre site. C'est assez limité, là. Il y a 5 choix et des choix de couleurs, 3 choix de police d'écriture. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très compliqué pour le bâtir. On choisit la couleur de la thématique qu'on veut et ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est le bout où vous laissez vos élèves aller peut-être, choisis le look que tu veux ou vous encadrez selon vos besoins. Le dernier menu est en haut. J'ai bien sûr des flèches pour annuler et refaire ma dernière opération, donc revenir en arrière. J'ai juste à côté, là où il y a un petit ordinateur et un petit appareil mobile, l'option d'aperçu. En cliquant sur aperçu, je peux voir de quoi a l'air mon site pour les personnes qui viennent le voir. Donc, je peux voir est-ce que ça me plaît avant de publier. Et tout en bas de l'écran, je sais que ça doit être petit, là, mais par défaut, il est sur une vue d'ordinateur. Mais je peux voir qu'est-ce qui a l'air mon site sur une tablette et qu'est-ce qui a l'air visionné sur un appareil comme un téléphone. Et là, je vais quitter l'aperçu, mais ça nous permet de faire des tests puis voir, ah ben c'est joli ou oups, sur un appareil mobile, c'est pas très lisible, je vais mettre ça autrement, je vais placer les choses autrement. L'autre option qui est après, présentement, elle est grisée parce que je n'ai pas publié mon site encore.
Sachez que comme tous les outils Google, ça sauvegarde automatiquement. Tout ce que je fais est sauvegardé au fur et à mesure, mais ce n'est pas publié automatiquement. Donc, c'est moi qui va décider quand je veux rendre publique l'information. Donc, je pourrais travailler sur mon portfolio et décider de le publier seulement la semaine prochaine pour que ce soit visible. C'est l'erreur la plus fréquente que les élèves vont faire. Ils vont vous dire, Monsieur, Madame, j'ai tout déposé sur mon site. Là, vous allez aller voir, puis il n'y a rien. C'est parce qu'ils n'ont pas pesé sur publier. Donc là, l'information n'est pas en ligne. Eux la voient dans leur interface, mais tant qu'on n'a pas publié, ce n'est pas disponible. J'ai un petit bouton à côté partager parce que, bien sûr, je peux collaborer sur un site. Donc, je pourrais inviter plusieurs personnes, dont mon enseignant. Ça pourrait être une pratique. Moi, c'est ce que je faisais. Je demandais à chaque élève de m'inviter. Fait que oui, j'avais 180 sites dans ma boîte de sites. Donc, c'était important de bien les nommer pour pouvoir voir comme il faut et les retracer comme il faut. Et on peut donc, c'est ça, collaborer avec d'autres. Ça pourrait être inviter d'autres élèves à collaborer. Ça va être à vous de voir dans votre planification ce que vous voulez. La roulette d'engrenage permet d'autres petites choses. Je ne passerai pas au travers de tout ça. Sachez qu'on a une section Google Sites qui explique là, chacune des sections, mais elle vous permet de choisir, par exemple, de déplacer votre menu vers la gauche, de différents outils d'analyse. S'il y en a qui connaissent, par exemple, Google Analytics, là, il y aurait moyen d'intégrer ça dans le site pour voir combien de fois il était visionné et tout. Donc, ça, c'est dans la roulette d'engrenage. Donc, il y a plusieurs
on a quelques options quand vient le moment de publier. Je vais vous montrer ce que ça a l'air aussi. Vous avez l'option limitée. Limité, ça veut dire que ça va être partagé seulement à des personnes précises, les gens à qui vous allez avoir, les personnes que vous allez avoir ajoutées par courriel. Donc, vraiment seulement, par exemple, à 5 personnes ou par petit groupe. Si vous en servez pour autre chose que le portfolio, ça pourrait être juste entre collègues de niveau et on met nos documents là-dessus, puis c'est partagé. C'est limité, ça ne se retrouvera pas ailleurs. C'est sûr qu'on a plus de contrôle de cette façon-là. Mais c'est sûr que la motivation est moindre pour l'élève parce que personne d'autre que le prof voit son portfolio. Donc, ça revient à ma copie papier qui est entre moi et le prof. Donc, plus on ouvre à différentes personnes qui peuvent voir mon produit final, plus c'est motivant. Vous avez la possibilité de laisser ça accessible seulement à ceux qui ont une adresse du CSS de Laval. Ça va vous permettre que les autres élèves, que d'autres enseignants puissent voir le portfolio, mais qui ne puissent pas être partagés à l'externe. Ça veut dire, par contre, qu'un parent qui est connecté avec son adresse Gmail ne pourra pas voir le portfolio de l'élève et donc va devoir demander à son enfant de lui montrer là, à partir de son compte à lui. Donc, un peu moins de contrôle, mais un peu plus de motivation parce qu'on peut avoir d'autres enseignants qui le voient, d'autres élèves et tout. Sinon, bien, on a l'option publique qui est accessible à tous sans connexion. La trousse numérique, d'ailleurs, est un Google site qui est accessible à tous. On n'est pas connecté à notre compte Google et on peut quand même se promener sur le site. C'est accessible pour les parents aussi, donc peut-être idéal pour le partage avec les parents, mais on a beaucoup moins de contrôle. Une façon que j'avais contournée au début, étant un peu plus craintive, mais par la fin, je me suis rendu compte qu'il était très bon, c'était qu'il me partage en mode édition le site et que je puisse faire le tour avant qu'il clique sur « Publier ». Mais honnêtement, j'ai vécu aucune difficulté, à part peut-être certaines images de profil que j'ai fait. Je la changerais, celle-là est un petit peu intense. Donc, le restant, les élèves vraiment ont apprécié là, de pouvoir travailler sur leur site. Je vous montre ce que ça a l'air quand on publie. Donc, j'ai cliqué en haut à droite sur « Publier ». Et là, je vais devoir donner un nom à mon site si ça n'a pas été déjà fait, là, où c'est écrit « Site sans titre ». Si je l'ai déjà écrit, le nom va être écrit ici. Donc, je vais l'appeler, par exemple, « Mon portfolio ». On va espérer qu'il n'y a personne d'autre qui a fait « Mon portfolio Alexandra ». Voilà. Et il est accepté, sinon il va me dire que le nom est déjà pris. L'adresse de mon site va être très longue. Elle va ressembler à ceci. Donc, je vais en site.google.com, /cslaval.qc.ca, et là, ce que j'ai choisi. Essayez d'éviter aussi des accents et autres parce que ça peut changer pour certains symboles, mais d'habitude, ça fonctionne assez bien. Maintenant, ici en dessous, par défaut, il est publié pour seulement les gens du centre de service de Laval. Je vais venir cliquer sur « Gérer » et en bas où c'est écrit « Lien », je peux venir « Modifier ». C'est un peu le même genre qu'avec des Google Documents, présentations et autres. Je vais venir jouer dans mes paramètres ici. Donc, tout le temps par défaut, il est publié seulement pour le CSS de Laval. Je vais venir cliquer sur l'option et c'est là que je vais voir mon option « Limiter ». Je veux seulement que les gens que j'ai ajoutés par courriel ou je veux qu'ils soient publics. Donc, je vais le mettre public pour le moment. Donc, mon site est publié public. Tous les internautes peuvent ouvrir et rechercher. Donc, je clique sur « Terminer » et il me reste une étape qui est en dessous ici. Par défaut, mon site va être répertorié quand je vais faire une recherche Google. Je peux décider qu'il ne le soit pas et demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site. Ça va être libre à vous de voir si vous voulez activer ou pas. Pour l'avoir vécu pendant quelques années avec les élèves, c'est assez rare qu'on tombe par hasard sur « Mon portfolio Alexandra ». C'est assez rare qu'on fait une recherche Google avec ces mots-là. Tandis que si vous prenez, par exemple, la trousse numérique, si vous tapez dans Google « trousse numérique »,
ben on sort pas mal dans les premiers résultats parce que c'est assez visionné, tandis que mon petit portfolio de secondaire 3 l'est peut-être moins. Donc, il va sortir dans les résultats, mais probablement à la page 118 de Google. Donc, il va falloir être très patient pour le trouver. Si vous ne voulez pas qu'il soit répertorié, il faut penser à venir cocher ça juste avant. Donc, c'est peut-être une étape à faire quand on a tous les élèves avec nous, là, à go, on va cliquer là-dessus, vous allez faire ça et on clique sur publier. Je ne le ferai pas, mais après ça, mon site, non, je vais le faire pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Par la suite, il y a une option, vous vous souvenez, je vous avais parlé du petit trombone qui était grisé, que je ne pouvais pas cliquer. Mais là, maintenant, il est cliquable et ça me donne mon lien vers mon site. Puis, je peux simplement faire copier, coller et partager mon site, le mettre dans des favoris, l'envoyer par courriel. Ce n'est pas l'adresse qu'il y a en haut et ça, c'est le plus fréquent. Les élèves vont vous copier l'adresse avec le mot « Edit ». Et là, ce site-là ne fonctionne pas parce que c'est l'édition du site. C'est vraiment ce lien-là qui doit venir vous copier, par exemple, dans un formulaire pour recueillir tous les sites de vos élèves. Ça pourrait être dans Google Classroom. Chacun vient déposer son lien et là, je peux rapidement accéder à tous les portfolios de mes élèves. Donc, à vous de voir les différentes façons de faire. Alors, Mélissa va nous parler d'interdisciplinarité. Alors, avec l'interdisciplinarité, parce que oui, le portfolio numérique là, va faciliter justement cette interdisciplinarité-là. Puis, on va pouvoir varier aussi les façons qu'on va évaluer les tâches qu'on va, par exemple, donner aux élèves. Donc, ici, c'est un exemple de tâches données aux élèves principalement en univers social. On n'a pas de crédit, là. Ça a été tiré du récit. Pour avoir accès à la séquence d'enseignement-apprentissage, vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut. Et vous avez, dans le fond, les deux tâches à réaliser, les deux productions, elles ont été encadrées en vert. Ce serait ces deux productions-là qu'on pourrait demander à l'élève d'inclure dans leur portfolio. Donc, au départ, les élèves avaient des textes à lire, puis ils devaient les ordonner chronologiquement pour faire ressortir les causes de la Révolution américaine. Puis ensuite, ce qui était demandé aux élèves, c'était de rédiger une pétition à l'intention du roi d'Angleterre. On suggérait aux élèves d'utiliser Google Formulaire pour le faire. Et en deuxième production, il y a un personnage important de la Révolution qui doit expliquer les raisons pour lesquelles il est mécontent de l'attitude adoptée par la couronne britannique. Et là, bon, on s'est amusé avec iPhone Face. Je peux vous montrer ce que ça a donné pour le portfolio de notre ami Will. Je vais me mettre en mode présentation. Alors, dans la section « Mes projets en univers social », la Révolution américaine, alors l'élève peut venir carrément insérer le formulaire à l'intérieur. On pourrait, les élèves pourraient même s'amuser à le compléter pour signer la pétition, dire s'ils sont en accord, puis envoyer ça. Alors, ça, c'est quand on insère à partir du Google Drive. Fait que c'est super intéressant. Puis ça, c'est le iPhone Face. C'est qu'on va choisir, on va chercher sur le web une image du personnage. Et puis là, l'application nous dit sélectionne les coins de la bouche puis le menton. Et là, tu peux faire parler le personnage. Là, je pense que moi, si je veux que vous entendiez. Je suis tout simplement outragée que la couronne britannique nous oublie. Alors bref, vous voyez un peu ce que ça donne. J'ai fait ça très rapidement. Mes enfants me trouvaient très drôle dans le salon. Mais bref, alors on peut venir, c'est vraiment, c'est une vidéo là, qui est enregistrée et puis on peut venir la déposer sur le site web. Et puis après ça, bon, j'ai pas écrit le texte, là, j'ai écrit la question de réflexion qu'on aurait pu poser à l'élève. Donc, quelle démarche il a suivi, qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. la prochaine fois. Et là, le texte, l'élève mettrait sa réflexion à cet endroit-ci. Alors ça, c'est un exemple de tâche qu'on aurait pu demander à l'élève. Et là, ce qui est bien avec l'interdisciplinarité, c'est que ce serait facile, par exemple, bon, évidemment, l'enseignant d'univers social va corriger sa portion. Donc, tout ce qui est le contenu en lien avec bon, les connaissances, les concepts, les opérations intellectuelles à rigueur du raisonnement.
etc. Mais le prof de français qui a accès également à la production pourrait venir, selon la compétence qui s'applique, venir chercher des critères d'évaluation spécifiques avec des indicateurs spécifiques à évaluer. Par exemple, la tâche rédiger une pétition, évidemment, on peut corriger la langue, là, les critères 4 et 5 en évaluation. Puis en syntaxe et ponctuation, mettre l'emphase sur les types de phrases, surtout les phrases impératives et les phrases interrogatives. Ça pourrait être intéressant. Pour la tâche sur le iPhone Face, on peut évaluer la compétence 3 qui est de communiquer oralement. Donc, on peut y aller avec les éléments de prosodique ou les éléments verbaux. Alors, c'est sûr qu'en français, on ne pourrait pas venir évaluer l'organisation de la tâche, du texte, etc., parce que ça fait partie des compétences qui sont évaluées en univers social. Donc, il faut s'assurer de ne pas évaluer 2 fois la même tâche dans 2 compétences différentes, là, les mêmes critères d'évaluation. Donc, il faut juste s'arrimer, s'assurer que l'élève n'est pas évalué doublement, mais c'est quand même possible de le faire. Puis, ce que je vous disais tantôt, c'est que le portfolio en général ne peut pas être évalué, mais par exemple, on pourrait demander aux profs de français d'évaluer la langue du portfolio de l'élève parce que, par exemple, en univers social, on ne peut pas retirer de points pour la langue, mais le prof de français, par exemple, lui, pourrait le faire, surtout aux critères 4 et 5, l'orthographe lexicale et grammaticale, puis celui de syntaxe et ponctuation dans le portfolio. Alors, c'est de cette façon-là qu'on pourrait faire de l'interdisciplinarité puis évaluer différentes choses à l'aide du portfolio. Ici, on n'a aucun crédit là, pour le concept, pour les séquences d'enseignement-apprentissage. Donc, c'est tiré du récit pour le commerce du bois au Bas-Canada vers 1820. Alors, tu sais, la tâche, elle existe, là, si jamais vous voulez l'utiliser, que ça vous intéresse. Je pense que c'est en 3e année, oui, c'est ça, me semble, 3e année. Vous avez juste à cliquer là, sur le titre et ça va vous mener au site du récit pour avoir tout le détail là, de l'activité. Alors, par exemple, dans les tâches qu'il y avait à réaliser, donc, premièrement, les élèves devaient lire les textes, identifier les éléments qui caractérisent le commerce du bois. Ensuite, ils devaient créer un réseau conceptuel. Donc, on vous a mis à côté les outils numériques que l'élève pourrait utiliser pour faire son réseau conceptuel. On découvre de plus en plus Jamboard qui a énormément de potentiel. On a ajouté une section d'ailleurs sur notre site web là, dédiée à Jamboard avec plein d'exemples de ce qu'on peut faire. C'est vraiment génial. Puis encore une fois, c'est très intuitif comme outil. Alors, ce fameux Jamboard-là, l'élève pourrait venir l'intégrer à son Google Site. Et puis, après ça, vous voyez ici, je vous ai mis à ajouter au portfolio là, en vert. Puis, l'élève doit répondre à une question, comment fonctionne le commerce du bois au Bas-Canada vers 1820? Et là, on peut y aller de différentes façons avec soit un Google document ou une vidéo. Donc, un texte écrit où l'élève pourrait le faire à l'oral. Là, de la façon qu'on pourrait, par exemple, l'évaluer, c'est ça, 3e cycle primaire, cette tâche-là. Donc, les tâches que je pourrais annoncer à l'élève puis dire, ça va être évalué. Ma tâche 2, par exemple, créer un réseau conceptuel. C'est sûr que mes critères d'évaluation, je vais les prendre en univers social. Alors, il va y avoir une partie de l'évaluation qui va être réalisée en univers social. Puis, je pourrais, c'est sûr que c'est quand même limité là, comme trace écrite, c'est pas un texte complet, mais dans mes critères d'évaluation en français, je pourrais avertir l'élève que je vais vérifier l'orthographe lexicale et grammaticale uniquement. Okay? Alors, c'est vraiment la tâche qu'on va évaluer en univers, en social puis en français. Ma tâche 3, là, je peux élargir encore plus. Mes critères d'évaluation en univers social, elles vont changer, entre autres par rapport aux indicateurs. Ce n'est pas les mêmes opérations intellectuelles que je vais évaluer. Puis en français, j'ai le choix. Je pourrais, si ma tâche est à l'écrit, je vais évaluer encore la compétence 2. Je pourrais élargir étant donné que c'est un texte, puis venir ajouter mon critère d'évaluation sur la syntaxe, la ponctuation.
Et ou sinon, si je le fais à l'oral, ben, je pourrais évaluer à la compétence 3, communiquer oralement, les critères d'évaluation au niveau de la prosodie, par exemple le débit, le volume, ou les éléments verbaux, donc le registre de langue utilisé, puis par exemple les mots de remplissage. Donc entre parenthèses, ce que vous avez, ce sont les indicateurs. Évidemment, il y a un enseignement à faire à ça, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, je fais juste ouvrir une parenthèse. Ce qui est vraiment gagnant avec les élèves, là, même avec les plus petits, quand, par exemple, ils se pratiquent soit à la maison ou en classe, c'est qu'ils se filment et puis qu'ils reprennent, ensuite qu'ils regardent leurs vidéos puis qu'ils essaient de déterminer qu'est-ce qu'ils devraient améliorer. Puis, je faisais ça, moi, avec mes enfants là, en 2e année, puis ils étaient vraiment bons pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient améliorer. C'est surtout par rapport aux mots de remplissage, puis le débit, le volume, tout ce qui est les éléments non-verbaux aussi. Les élèves vont avoir des tics, ils le voient rapidement. Puis cette vidéo-là de pratique, ben, vous pourriez dire à l'élève, ajoute-la dans ton portfolio, fais ton auto-évaluation avec les indicateurs. Donc, vous lui mettez une grille avec les indicateurs. Est-ce que je parle trop vite ou pas assez vite? Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que j'utilise toujours les mots? C'est les mots de remplissage pour que l'élève en plus retravaille. Puis par la suite, il pourrait déposer sa vidéo finale de sa production en lien avec sa tâche. Et là, encore une fois, il va concrètement voir l'avantage, pas l'avantage, mais sa progression. Il voit que ça a donné quelque chose de prendre du temps pour se pratiquer, puis de s'appliquer à la tâche. Alors ça, c'est un des exemples qui pourrait être utilisé. Par exemple, ce qui est important de garder en tête là, par rapport aux critères d'évaluation, c'est que ce que vous allez pouvoir évaluer, ce sont vraiment les tâches individuellement. Parce que vous ne pourrez pas, il n'y a aucun critère d'évaluation dans notre programme dans lequel le portfolio en général pourrait s'inscrire. Alors, ce que vous allez évaluer, ce sont vraiment chacune des tâches individuellement. Puis après ça, l'aperçu global de toutes ces tâches-là, la progression de l'élève, va vous permettre de poser un jugement puis d'attribuer un peu plus de valeur aux tâches qui vont avoir été réalisées un peu plus tard au courant de l'étape ou au courant de l'année. Alors ça, c'est important de le garder en tête. Alex, on termine avec la rétroaction. Je te reprends le contrôle de... Vas-y. Voilà. Donc, quelques petites astuces avec le portfolio pour pouvoir donner de la rétroaction à l'élève. Premièrement, si on est dans le site et qu'on a été invité par l'élève comme collaborateur, donc vous pourriez demander à chaque élève de vous ajouter par courriel. Vous allez de cette façon-là, par exemple, j'invite Maryse. Petite suggestion, demandez-leur de décocher la notification pour recevoir 160 messages d'un coup. Vous allez les avoir dans votre Google Disc de toute façon, tous les sites des élèves. Mais à partir de ce moment-là, si on vous met en éditeur, bien, vous allez pouvoir venir supprimer des choses, venir écrire dans le portfolio de l'élève si vous voulez. Une astuce serait de venir se créer une page qui s'appellerait rétroaction, par exemple. Vous l'appellerez comme vous voulez. Et de venir cacher cette page-là pour les gens qui vont visionner le portfolio. Pour ce faire, parce que là, présentement, là, elle s'est ajoutée à mon menu, elle est visible de tout le monde. Donc, si les autres élèves vont voir le portfolio, ils voient cette page-là. Si vous allez sur la page et vous cliquez sur les 3 petits points, je peux venir la masquer dans la navigation. Ça va faire que cette page-là n'est plus disponible pour ceux qui visionnent le site à qui j'ai donné le lien, mais les gens qui sont en édition peuvent s'en servir pour venir insérer, par exemple, une zone de texte et venir taper de la rétroaction, avoir une conversation autre. C'est aussi une astuce de la masquer tant que la page n'est pas finie.
Fait que c'est peut-être une astuce à montrer aux élèves aussi, là. Mon projet, il n'est pas fini, ma page n'est pas finie. Je ne veux pas que les gens la voient tout de suite, mais je veux publier le restant de mon site. Bien, on peut venir masquer. Et quand je suis prêt, bien, je clique les 3 petits points, puis je fais afficher. Donc, ça pourrait être une page entre vous et l'élève dans laquelle vous venez ajouter du texte, mais vous pourriez aussi venir insérer une vidéo, insérer de l'audio, insérer ce que vous voulez pour donner de la rétroaction à l'élève. Ça devient une page un peu brouillon pour pouvoir communiquer avec l'élève. Une autre possibilité, c'est avec Google Classroom, bien sûr, de créer un devoir. Donc, j'en ai fait un faux ici, donc ton portfolio. Donc, je demanderais à l'élève de venir ajouter le lien de son site. Et je pourrais également créer une page, donc un Google document, par exemple, où je l'ai fait d'avance et je l'ajoute. Donc, cette page-là, je pourrais en faire une copie par élève et elle deviendrait un document que je naviguerais dedans et que je pourrais aller ajouter mes commentaires et de la rétroaction. De cette façon-là, l'élève me partage juste le lien. Je n'ai pas 160 sites dans mon Drive. Je ne suis pas en mode édition. Je peux juste consulter son site et utiliser ce document-là comme échange, pouvoir y mettre des liens et tout. Je pourrais bien sûr utiliser les commentaires privés aussi dans Google Classroom et écrire directement dans ce devoir-là régulièrement à l'élève. Et je pourrais même venir utiliser une grille d'évaluation. Elle ne serait pas obligée d'être évaluative, là. Elle s'appelle une grille d'évaluation, mais ça pourrait être une grille de critères d'appréciation où est-ce que ton portfolio est complet et venir, par exemple, créer une grille avec 5 critères de 1 à 5. Est-ce que ton portfolio comprend tous les éléments et venir donner de la rétroaction à travers une grille de cette façon-là. Bien sûr, on pourrait aussi utiliser Screencastify, Loom pour pouvoir mettre à l'écran le site de l'élève et simplement lui parler puis lui donner la rétroaction pour après ça lui partager le lien comme vous préférez, là, de la façon que vous communiquez avec vos élèves dans Google Classroom, par exemple, puis dire, bon, je suis sur ta page de ton projet en univers social, j'aime beaucoup la réflexion que tu as mis à la question, mais Mélissa, ta petite vidéo, bon, ben on dit pas outragé ou on dit autre chose. Et je pourrais offrir une rétroaction, donc en montrant à l'écran et en filmant mon écran. Donc, à vous de voir, là, c'est sûr que quand ils nous invitent en mode édition, on a le contrôle de pouvoir rentrer dans le site, effacer des choses, écrire et tout, mais ça nous fait beaucoup de sites qu'on a dans notre Google Drive. Donc, à vous de voir de quelle façon vous voulez recueillir le tout. Il y a aussi la possibilité, je ne l'ai pas mis ici, mais vous pourriez vous faire un petit Google formulaire et demander aux élèves nom, groupe, le lien vers ton site, ce qui s'exporterait dans un tableur par la suite, puis vous pourriez facilement avoir d'un coup d'œil tous les sites de chacun des élèves à cliquer rapidement pour pouvoir faire le suivi puis aller vous promener d'un portfolio à l'autre. C'est aussi une possibilité. C'est pratique cette façon-là de faire aussi si on veut la partager avec les autres élèves du groupe. On pourrait demander au groupe de partager leur lien, puis on partage le fichier Google Tableur, là, feuille de calcul avec le groupe, puis on dit si vous voulez aller voir les portfolios des autres personnes de la classe. Bien, voici tous les liens, ils sont tous à un même endroit et voilà.